Oui, donc bienvenue à tout le monde. C'est un plaisir pour moi d'exposer, de vous parler de ce sujet, la matière organique dans les horizons profonds. Euh, Moi, j'ai commencé de travailler sur ces matières organiques pendant mon postdoc. Euh, euh, et ce travail, en fait, il a été initié par ma ancienne prof, Madame Kügel-Knappner, qui avait euh, écrit, lancé le premier projet sur ces matières organiques, et en quelque sorte nos travaux ont été pionniers. Donc celui-là s'est passé en 2002, et depuis j'ai jamais vraiment quitté le sujet, et donc je vais vous aussi présenter un peu tous mes travaux que j'ai fait là-dessus. Donc, les sols ils peuvent être source ou puits de CO2. Comme vous le savez probablement tous, le sol est le plus grand réservoir de carbone dans la biosphère. Il y a 1500 à 2400 tonnes de carbone stockées dans les sols, selon les sources, et cette quantité est à peu près 2 fois ce qui est stocké dans la biomasse ou bien dans l'atmosphère. Donc, un point très important, c'est que les sols sont un réservoir terrestre, donc il peut être influencé par l'activité humaine, et dans les sols, on retrouve le stockage du carbone à long terme. Et notamment, je voudrais, dans cette présentation, répondre à la question: quelle est la contribution des horizons profonds à ce stockage? Donc, les conditions environnementales dans un profil du sol changent, notamment la teneur en matière organique, en carbone organique décroît exponentiellement avec la profondeur. Du coup, on trouve les concentrations les plus élevées du carbone dans les horizons A et dans les horizons organiques à la surface du sol. Du coup, les travaux jusqu'à peu se sont intéressés notamment plutôt à ces horizons contenant la plus grande concentration en carbone, c'est-à-dire l'horizon A de surface. Au sein des profils de sol, ce qui change, donc, c'est la teneur en matière organique qui décroît fortement. La masse volumique, elle augmente. On a aussi des changements de quantité en eau, en oxygène et en pH avec la profondeur des sols. Et tous ces changements des conditions environnementales au sein du profil du sol, ils ont un effet dramatique, important sur l'activité microbienne. Les horizons profonds, pourquoi c'est important de s'intéresser à ces horizons-là? Ils sont un réservoir important du carbone si on regarde la quantité du carbone stocké dans le profil. Donc, je parle ici pas plus de la teneur des matières organiques, mais des quantités, des stocks. Et des études ont montré que la quantité, si on la rapporte, si on normalise avec la profondeur du sol ainsi que avec la densité apparente, et on calcule les stocks, on voit que les sols profonds contiennent des quantités importantes du carbone total stocké dans le profil. Donc, les quantités stockées dans les horizons profonds souvent sont plus que la moitié du carbone stocké dans le profil. Également, ce qui est important, une qualité importante des matières organiques dans les horizons profonds, c'est leur âge C14. Les âges C14 qui sont atteints par les matières organiques en profondeur du sol sont très importants, peuvent excéder plusieurs milliers d'années, et du coup, cette qualité-là, cet âge C14 suggère que dans les horizons profonds, il y a une concentration des matières organiques anciennes, et a priori,
très stables parce qu'ils ont résidé dans le sol pour très longtemps. En termes ce qui concerne la séquestration du carbone dans les sols, donc c'est un sujet d'actualité, notamment avec le lancement de l'initiative 4 pour 1000 par le ministre d'Agriculture, l'ancien ministre d'Agriculture, Stéphane Le Foll. Cette initiative souhaite promouvoir la séquestration du carbone dans les sols pour atténuer le changement climatique et assurer la sécurité alimentaire. Toutefois, cette initiative elle est focalisée pour le moment sur les premiers 30 à 40 cm du sol, là où on peut influencer les teneurs et les quantités en carbone avec les pratiques agricoles. Mais il sera tout à fait intéressant d'essayer d'augmenter le stockage du carbone dans les sols aussi, les sols profonds, et ceci avec l'adaptation des pratiques agricoles durables. Et ce qu'il est une question intéressante à proposer, c'est est-ce que les pratiques agricoles affectent le stockage du carbone dans les horizons profonds? Donc, est-ce que ces horizons profonds seront des candidats potentiels pour augmenter la séquestration du carbone dans les sols? Donc, si on regarde une étude récente qui a été faite en Angleterre en utilisant les sites expérimentaux de Rothamsted, on voit on voit ici les résultats des sols sous 3 différents traitements. Les sols sous prairies ont été convertis dans les années 50 environ en agriculture et également en jachère nue. Et on voit que ce changement de pratique influe le stockage des matières organiques, même en profondeur. Et eux, ils ont étudié ils ont détecté une influence de ce changement des pratiques jusqu'en 60 cm, où ils ont trouvé que les horizons profonds perdent à peu près 48 à 59% de leur carbone et azote après ces changements. Donc, on voit que les pratiques agricoles, ils ont une influence même sur les horizons profonds du sol. Ce résultat peut être supporté par notre résultat étude de Jérôme Baledon qui a été publié récemment. Et ces auteurs, ils ont analysé la littérature, ils ont retrouvé 40 sites qui ont subi un changement de végétation C4, et du coup, ils ont pu étudier le renouvellement du carbone dans tout le profil du sol sous 3 différentes cultures en C4, et ce qu'ils ont trouvé c'est que le renouvellement en profondeur, bien qu'il soit 4 fois plus lent qu'en surface, il est quand même important. Et du coup, le carbone récent dans les horizons profonds représente à peu près 23% après 20 ans. Et du coup, c'est pas du tout négligeable. Et du coup, les horizons profonds sont donc tout à fait des candidats pour induire des changements de stockage du carbone. Les objectifs de mon talk, de mon présentation sont je voudrais répondre à la question quelles sont les particularités des horizons, des matières organiques stockées dans les horizons profonds. Je voudrais vous présenter quelques résultats concernant les processus de stabilisation du carbone dans ces horizons. Quels sont les processus qui affectent le carbone dans les horizons profonds? Quelle est la nature des matières organiques stockées et quels sont les facteurs contrôlant leur turnover? Donc,
la première propriété que j'avais remarqué au début quand j'ai commencé à étudier ces matières organiques, c'est leur perte importante du carbone après une déminéralisation des sols. Cette déminéralisation des sols se fait avec un traitement à l'acide fluorhydrique. Donc, on détruit le silica et on voit que après on analyse les pertes en carbone et on voit que les pertes en carbone dans les horizons en profondeur sont beaucoup plus importantes que celles dans les horizons de surface. Donc ça, c'était un premier constat fait par moi, par nos travaux à nous, mais aussi par d'autres auteurs dans la littérature. Et pour mieux vous illustrer ces pertes, donc je vous présente les résultats que j'ai obtenus en étudiant deux types de sols, un sol brun, district Cambisol, sous une forêt, et également une Potzol qui est également située sous une forêt. Ici, on voit que les pertes en carbone après la destruction des silicats du sol augmentent fortement au-dessous de l'horizon A et atteint jusqu'à 80% dans l'horizon C. Et ces pertes du carbone, en fait, elles peuvent être liées, sont fortement liées à l'âge C14 du sol. Donc, on retrouve dans les horizons anciennes où la matière organique est très vieux, qui contiennent donc le carbone très stable, also, très stable. On observe une perte très forte après ce traitement HF que nous avons expliqué avec la perte du carbone qui est liée à la phase minérale, qui est stabilisée par une interaction avec la phase minérale. Ceci a été supporté par des résultats après fractionnement densimétrique. Donc, le carbone présent dans la fraction dense est également fortement corrélé avec l'âge C14. La corrélation est à peu près la même et ceci montre que quand le carbone il est très stable dans les horizons profonds, donc il est fortement lié avec la phase minérale et donc ça veut dire que la phase minérale stabilise les matières organiques dans ces horizons. Donc c'est un processus de stabilisation très important, notamment dans les horizons profonds, l'interaction avec la phase minérale. Et après, on a voulu savoir quels sont les agents de stabilisation. Et du coup, on a étudié les relations entre la teneur en carbone et la teneur en oxyde de fer. En oxyde de fer total ainsi que faiblement cristallisé et du coup on a trouvé des bonnes corrélations surtout pour les horizons profonds. Les horizons de surface n'ont pas montré des corrélations avec les oxydes de fer et du coup on a conclu que probablement des oxydes de fer sont des agents de stabilisation pour ces matières organiques stockées dans les horizons profonds. Un autre processus qu'on a étudié qui peut stabiliser les matières organiques et la protection physique, la protection dans les agrégats du sol, ce qu'il a été montré d'être un processus de stabilisation de carbone très important dans les horizons de surface. Dans les horizons profonds, donc, on a également trouvé que le carbone associé avec les agiles dans les micro-agrégats est très important. Et donc, c'est aussi une stabilisation par agrégation qui est important dans les horizons profonds, et cette fois-ci des sols limoneux, car ce carbone associé avec les agiles dans les agrégats
est très ancien, plus ancien que le carbone associé avec les argiles libres. Et du coup, la stabilisation physique peut être aussi important, un important mécanisme de stabilisation dans les horizons profonds, notamment dans les sols limoneux. Puis, oui. Maintenant, je vais vous présenter vous donner quelques informations sur la nature chimique des matières organiques stabilisées dans les horizons profonds. Pour étudier cette nature chimique stabilisée dans les horizons profonds, me suis intéressée au sol volcanique qui occupe 0,8% de la surface globale, mais stocke 5% du carbone qui est stocké dans le sol. Et donc, ces sols-là contiennent un taux élevé des matières organiques dans les horizons profonds, notamment, ce qui destine à être un modèle important pour étudier la nature chimique des matières organiques, en particulier celle associée avec la phase minérale. Parce que c'est ça ce qu'on a comme problème si on s'adresse, si on veut étudier les matières organiques dans les horizons profonds, leur taux, also leur teneur, elle est très faible, et du coup, on travaille vraiment avec des quantités traces, et du coup, la plupart de notre méthode, on peut pas les utiliser. Et du coup, ici, on a donc des sols riches en matière organique jusqu'à une profondeur très importante, et du coup, nos méthodes peuvent être plus facilement être utilisées. Et donc, moi, j'ai utilisé la pyrolyse analytique couplée à la chromatographie gazeuse et spectrométrie de masse après un fractionnement densimétrique pour étudier la composition chimique des matières organiques associées stabilisées par interaction avec la phase minérale. Nous avons pu identifier des pics, des composés provenant des polysaccharides, des lignines, des composés contenant d'azote et des composés non spécifiques. Avec toutes ces informations, nous avons effectué une analyse des composés globales pour avoir une information globale sur les différences de la composition chimique dans les différents horizons. Donc, vous voyez les acronymes LF et DF. LF, c'est le light fraction, also la matière organique légère, et DF, c'est la dense fraction, donc la matière organique qui se trouve dans la fraction dense. Et nous avons remarqué après cette analyse des composés principaux qu'on peut distinguer les matières organiques légères. Ce sont celles qui proviennent des litières, qui se trouvent dans le même endroit sur le plan là de notre PCA que les fractions denses des horizons A, alors que les fractions denses des horizons B et horizon C, ils sont séparés. Donc, ça veut dire que la composition chimique des matières organiques dans les fractions denses des horizons profonds se différencie de celle des fractions légères et des horizons de surface. Donc, les matières organiques stockées présentes dans les horizons B et C sont bien différentes chimiquement par rapport aux matières organiques stabilisées stockées dans les horizons de surface du sol. Et pour voir un peu plus clair, pour avoir plus d'informations, on a utilisé une technique qui s'appelle résonance magnétique nucléaire de C13. Et cette méthode nous donne une très bonne information globale sur les différentes composés chimiques qui constituent les matières organiques. Ici, je vous donne un exemple
de la biomasse végétale. Vous voyez que les spectres peuvent être séparés dans 4 régions de déplacement chimique et on voit le plus grand signal se trouve pour la biomasse végétale dans la région de 45 à 110 ppm. Cette pic correspond à la contribution des CO alkyliques qui provient des polysaccharides, des protéines ou des lignines. Donc, c'est clairement la biomasse végétale qui contient beaucoup de cellulose. Puis, il y a la région de pardon, c'est une faute. Le vert, en fait, c'est la région de 0 à 45 ppm qui représente le C alkylique, représentant les lipides, les VAX et les biomolécules aliphatiques. Dans la région de 110 à 160 ppm, donc c'est le brun là, on trouve les lignines, les tanins et les black carbone qui est mal représenté, also qui n'est pas présent dans la biomasse végétale. Et dans la région de 160 à 220 ppm, on trouve le carbone carboxylique provenant des acides ou bien des protéines. Si on regarde maintenant nos matières organiques dans les horizons profonds de différents types de sols, on voit par exemple que pour le sol brun sous forêt que je vous ai montré auparavant, on a une diminution de ces pics-là dans la région de eau alkyle provenant des polysaccharides avec la profondeur et une augmentation de la contribution de ce carbone alkyle. Du coup, le rapport alkyle sur eau alkyle augmente avec la profondeur. Si on regarde les changements des structures chimiques globales dans les podzol, on voit que ici on trouve une augmentation de la contribution de eau alkyle provenant des polysaccharides et une diminution de la contribution relative de ce alkyle C provenant des lipides parce qu'on a cette dynamique de podzol où on a une lessivage des matières organiques labiles, une destruction, lavage des lessivage des matières organiques labiles de haut de la surface en profondeur et une accumulation des matières organiques plutôt type polysaccharides en bas du profil. Et du coup, le rapport alkyle sur eau alkyle est contraire à ce qu'on observe dans le sol brun et il diminue. Et une autre caractéristique des podzol, c'est une accumulation là des matières organiques fortement oxydées, donc une accumulation des groupements carboxyliques qui augmente. Si on regarde un alphisol, ce sol-là a été échantillonné en Laos sous un climat tropical, alors que les deux autres ont été échantillonnés dans un sol tempéré. Et pour ce alphisol, on remarque surtout un changement de ce signal dans la région des aromatiques qui diminue avec la profondeur. Et du coup, ce pic aromatique dans ce sol-là est dû à la contribution de black carbon, also des matières organiques de charbon provenant des brûlures, parce que sur site ils utilisent l'agriculture se brûlit et du coup on voit que cette contribution diminue en profondeur. Donc, par contre, le rapport eau alkyle, il est à peu près similaire. Du coup, la composition chimique des matières organiques dans les horizons profonds est fortement influencée donc par les processus pédologiques et aussi en partie de gestion qui opèrent dans les différents types de sols.
Donc, c'est surtout en profondeur où la pédologie, en fait, les caractéristiques, les traits pédologiques du profil sont très importants et qui déterminent quel type de matière organique on va trouver. Celui-là correspond très bien à une étude récente qui a été effectuée par le groupe-là de Christine Athé et Jérôme Baladon. Ils ont analysé l'HC14 des matières organiques dans les horizons profonds en utilisant des données de littérature de plusieurs types de sols sous plusieurs climats. Et eux, ils ont trouvé qu'en fait, la distribution du C14 au sein de profil est plus influencée par le type de sol que par le climat. Donc, la pédologie, le type de sol, ils ont une influence forte sur la chimie des matières organiques, mais également sur leur HC14 et donc, c'est-à-dire sur leur temps de résidence. Un autre phénomène, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est le changement de la nature chimique des matières organiques au sein de pot-sol. Et ici, j'ai regardé notamment les matières organiques stabilisées dans les fractions fines. Et ce qu'on voit, c'est que ce pot-sol, il peut agir comme un système chromatographique quand les matières organiques sont lessivées au sein du profil de ce sol et après ils sont précipités, s'accumulent dans certains horizons. Les matières organiques dans les horizons A sont riches en composés chimiques qui sont faiblement solubles, les alkyliques. Et en bas, donc, on retrouve les matières organiques qui sont plus hydrophiles et qui sont plus facilement lessivables et qui ont aussi un fort degré d'oxydation, qui sont très oxydés et donc qui sont sorbés en bas. Et probablement, il s'agit dans les horizons profonds du sol, les matières organiques là stabilisées en interaction avec la phase minérale dans les fractions fines. Il consiste des petites molécules avec un degré d'oxydation élevé. Donc, ça c'est des caractéristiques donc, très importantes dans ces horizons profonds. Ce que je voudrais insister, donc ces petites molécules avec un degré d'oxydation élevé, donc probablement ce sont des produits microbiens qui s'accumulent dans ces horizons profonds, qui sont donc très anciens, très dégradés, qui ont transité la biomasse microbienne. Et je voudrais vous montrer pour un peu supporter ce que je vous ai raconté là, les résultats concernant la contribution du carbone microbien au carbone stabilisé par l'interaction avec la phase minérale. Et pour analyser cela, j'ai analysé par la chimie des sucres en fait qui peuvent distinguer les sucres provenant des plantes, du végétal et les sucres microbiens. Et c'est le rapport galactose-mannose sur arabinose-xylose est donc un indicateur pour la contribution du carbone microbien qui augmente quand il y a plus de sucre provenant des microbes par rapport au sucre provenant des plantes. Et ce qu'on voit, c'est que pour la fraction la fraction dense, on obtient une très bonne corrélation entre la contribution des sucres microbiens et l'activité C14 qui nous dit quand les matières organiques sont anciennes, en fait, ils contiennent beaucoup de sucres microbiens, plus de sucres microbiens par rapport aux sucres provenant des végétaux. Donc, c'est-à-dire, ils sont
très altéré et c'est le matériel microbien qui est probablement stabilisé dans les horizons profonds par l'interaction avec la phase minérale. Pour conclure, les propriétés physico-chimiques des matières organiques dans les horizons profonds dépendent des traits pédologiques dans les différents profils de sol. Les propriétés physico-chimiques des matières organiques dans les horizons profonds se distinguent de celles de surface. Ils sont plus anciens et contiennent plus de matériel microbien. Et donc, pour pouvoir expliquer cela, nous avons fait deux hypothèses. Donc, soit on a pensé que la dynamique de dégradation et de stabilisation peut être contrastée dans les différentes parties du sol. Et l'autre hypothèse, c'était que ces matières organiques peuvent être différentes parce que les propriétés des communautés microbiennes peuvent être différentes dans les différentes parties de profil. Et pour vous montrer cela, donc si on regarde un peu dans la littérature, on peut voir que les microbes, en fait, ils sont stratifiés en fonction de la profondeur du sol, parce qu'il y a des conditions contrastées dans les horizons de surface et dans les horizons profonds. Donc, des auteurs, ils ont trouvé que la biomasse microbienne, la quantité diminue fortement avec la profondeur, ainsi que la diversité. La structure des communautés microbiennes, elle est complètement différente dans les différentes parties du sol, les surfaces et profondeurs. En profondeur, on a beaucoup plus des points chauds d'activité. Ça devient plus important en profondeur et aussi on a des activités enzymatiques complètement différentes en surface et en profondeur. Donc, l'objectif pour nos études était de répondre à la question comment est-ce que ces conditions contrastées dans les différentes profondeurs du sol affectent la dégradation et la stabilisation des litières racinaires. Donc, pour voir si un apport, normalement on a voulu savoir est-ce que les racines, si on les apporte, exposent dans le sol, dans les deux il y a parties différentes, surface et profondeur du sol, est-ce qu'ils se dégradent de la même façon? Est-ce qu'on a une accumulation des matières organiques dans les horizons profonds ou qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a effectué une incubation sur le terrain des racines marquées au C13 et N15 dans un sol lumineux sur prairie. Nous avons excavé, nous avons échantillonné le sol, des colonnes de sol, et on a pris ce sol dans les différentes profondeurs. On a mélangé avec des racines marquées au C13 et N15. Et après, on a exposé ces sachets de litière contenant les racines mélangées avec le sol dans la même profondeur là où on avait pris le sol. Donc après, on a fait des repositions, on a laissé tout cela et on a extrait et analysé 3 échantillons par profondeur après 6 mois, 1 année, 20 mois, 29 mois jusqu'à 3 ans d'exposition. Du coup, je vous montre les résultats. Donc, le marquage C13 et N15 nous a permis de déterminer donc le C restant et l'azote restant également. Et ce qu'on voit, c'est que pour le carbone, déjà les montants, les quantités de carbone et azote restant après 3 ans, ils étaient similaires dans les deux profondeurs qu'on a étudiées, 30 et 90 cm.
Mais on a remarqué que les dynamiques ont été différentes, notamment en ce qui concerne la décomposition du carbone. Alors que la décomposition de carbone à 30 cm, ça a suivi des pertes ont été comme nous avons pensé, also exponentiellement, alors qu'à 90 cm, on voit qu'après une année, on perdait pas encore des quantités importantes en carbone. D'ailleurs, si on avait arrêté notre expérience après une année, on avait complètement d'autres conclusions. C'est pour cela que c'est important d'avoir vraiment des expériences de longue durée. Et on voit qu'après une année, la décomposition a eu lieu et s'est accéléré en 90 cm pour atteindre les mêmes quantités de carbone restant après 3 ans. On n'a pas remarqué la même dynamique pour l'azote. Donc, pour le carbone, on avait une dynamique de décomposition différente dans l'horizon de surface et de profondeur. Ce qu'on a aussi analysé, c'est les mécanismes de stabilisation. Donc, au début, on avait 100% du C13 dans la fraction particulière des matières organiques libres. Après 3 ans, on avait 34% dans la fraction inférieure 54 micromètres et 13% de carbone dans la fraction occludée dans les agrégats. 30% à peu près la même chose, et du coup les deux mécanismes de stabilisation, interaction avec la phase minérale et protection dans les agrégats ont eu lieu dans cette expérience pendant les 3 ans. Oui. Mais les quantités, du coup, ça a amené à des mêmes quantités à peu près restantes du carbone. Après, on a regardé en collaboration avec Dijon, avec Pierre-Alain Marron, on a regardé les caractéristiques des micro-organismes. Dans notre expérience, on a déterminé après au début de l'expérience, après 0 mois et après 6 mois après ajout des litières marquées, on a fait un pyroséquençage et on a regardé la diversité microbienne dans nos échantillons, et on voit que le Shannon-Viva Index, also la diversité, il a diminué avec après 6 mois, ainsi que la richesse, also Shannon-Viva Index notamment, et pour les bactéries, pour les champignons, c'était moins évident et sont restés similaires à 90 cm, alors que dans 30 et 60 cm, ce Shannon-Viva Index, la diversité a diminué. La richesse, par contre, a diminué à 30 et 60 à 30 cm et a augmenté après 6 mois à 60 et 90 cm. Et ça montre que les paramètres là, ils sont devenus similaires dans les 3 profondeurs. Et ça nous dit que on a vu par le pyroséquençage d'ailleurs qu'il y avait une forte stimulation des populations copiotrophiques, ceux qui dégradent les matières organiques fraîches dans les 3 profondeurs, notamment également en bas de profil, et du coup on a conclu que les micro-organismes en fait ils convergent dans les 3 profondeurs. Donc, ils deviennent vraiment très similaires, alors qu'au début de l'expérience, ils étaient leurs propriétés étaient assez différentes.
Et si on regarde les acteurs microbiens impliqués dans la dégradation des matières, des litières ajoutées, on voit qu'on a au début, après 6 mois, une très forte contribution dans les 3 horizons des champignons, qui sont des principaux micro-organismes qui décomposent la matière organique fraîche, les litières, alors qu'après 36 mois, on a une plus forte contribution des grammes positifs qui vit en fait sur les détritus. Mais on a vu également que les changements ont été similaires dans toutes les 3 profondeurs. Donc, il s'agit d'un remplacement des champignons par des bactéries type gram-positif qui vivent sur les détritus. Et après notre 3 ans d'expérience, donc on avait à peu près la même contribution dans tous les 3 profondeurs. Donc ça montre encore une fois que les micro-organismes sont en train des communautés sont en train de converger. Quelle était la conséquence donc pour donc on a vu que la quantité des matières organiques était similaire, qui restait après 3 mois, mais on s'est demandé est-ce qu'on avait quand même des changements en termes de composition des matières organiques. Et on a analysé pour répondre à cette question. On a utilisé la RMN que je vous ai montré auparavant. Je voudrais pas juste les spectres pour que vous voyez un peu les différences. Donc les racines de blé qu'on a ajoutées, donc ils étaient typiques, ont représenté la biomasse végétale avec une forte contribution des matériels cellulosiques. Après 36 mois, on voit que les changements qui sont effectués dans les 2 profondeurs qu'on a étudiées étaient à peu près similaires. Donc les spectres sont à peu près pareils. Donc on voit une diminution de la contribution des hauts alkyles et une augmentation de tous les autres composés. Si on regarde maintenant le rapport alkyle sur eau alkyle qui normalement devra augmenter avec la dégradation des litières parce que les hauts alkyles, là, les polysaccharides diminuent et le matériel plus difficilement décomposable, alkyle type lipides augmente normalement. On voit que ce rapport augmente dans les 2 profondeurs, par rapport à la racine de blé. Toutefois, cette augmentation elle est plus importante à 30 cm. Et donc, celui-là indique que les cas de dégradation des litières est plus grand à 30 cm. Pour voir un peu plus en détail, on a analysé la dégradation des lignines d'un composé plutôt difficilement dégradable. Ici, on a vu que les lignines provenant de la racine de blé qui ont été marquées au C13, ils se dégradent quand même dans les 2 profondeurs. Lorsqu'on retrouve la même quantité de lignine dans les 2 profondeurs. Toutefois, si on regarde l'état de dégradation de ces lignines, on peut faire ça par parce qu'on peut calculer le rapport acide sur aldéhyde des lignines. Et ce rapport-là, quand il augmente, c'est-à-dire que les lignines contiennent plus des groupes carboxyliques, c'est-à-dire qu'ils sont plus oxydés, ils ont un état de dégradation plus fort. Et du coup, ici aussi, on voit que la dégradation des lignines elle est beaucoup plus élevée à 30 cm par rapport à 90 cm.
Donc, on a vu la quantité était à peu près pareille, mais toutefois, on a vu une différence dans la dégradation des matières organiques dans les différents horizons. Et maintenant, on s'est posé la question, est-ce que les différences dans l'état de dégradation des matières organiques affectent la nature organique, la nature des matières organiques stabilisées par l'interaction avec la phase minérale? Et ici, il faut prendre en considération que les composés chimiques en interaction avec la phase minérale font débat. Donc, certaines personnes pensent que les lignines sont stabilisées par une interaction avec la phase minérale. D'autres disent que ce sont les polysaccharides et les protéines. Et celui-là revient à la question, est-ce que les matières organiques végétales sont stabilisées directement ou est-ce que les matières organiques doivent être utilisées par la biomasse microbienne avant d'être stabilisées? Donc, les agents de stabilisation aussi font débat. Donc, comme je vous ai déjà montré, les oxydes de fer et d'aluminium pourraient être des agents de stabilisation importants. Ceci a été montré surtout par des corrélations. Personne l'a vu encore. Et ceci parce qu'on n'avait jusqu'à présent pas les techniques pour analyser les matières organiques à une telle échelle, à une échelle très très fine. Mais heureusement, avec le développement de nouvelles techniques, par exemple le NanoSIMS, l'observation directe de ces interactions est devenue possible. Donc, également, il a été montré qu'il y a une absorption préférentielle des protéines et des polysaccharides, mais tout à fait, ces observations-là avec les nouvelles techniques NanoSIMS, là, ils ont montré qu'il y a une absorption préférentielle des protéines et des polysaccharides. Mais toutefois, ces études ont été effectuées au laboratoire et actuellement, il n'y a pas d'informations sur la formation in situ de ces interactions. Et notre expérience, donc, il s'est prêté à fournir plus d'informations sur ces phénomènes. Et du coup, nous avons effectué des analyses à nano-échelle pour élucider la stabilisation de ces 13 et 15 des litières racinaires par les oxydes de fer. Pour faire cela, on a pris nos deux échantillons de sol, là, de sachets de litière qui ont été exposés à 30 et 90 cm du sol pour 3 ans. Et on a séparé la taille des particules inférieure à 50 microns. Ces fractions-là, on a isolé les particules avec une taille entre 6,3 et 2 microns. Pourquoi? Parce que c'est selon la personne qui a effectué les analyses NanoSIMS, il a dit que c'est la meilleure taille. Après, dans ces particules-là, on a concentré les oxydes d'aluminium et de fer dans la fraction supérieure de 3 densimétrique supérieure d'une densité de 3 grammes par centimètre cube. On a effectué sur cette fraction la microscopie électronique à balayage afin d'identifier les régions d'intérêt. Nous avons voulu observer par NanoSIMS des régions où on a une localisation du fer et du carbone pour voir les interactions fer-carbone. Après, on est parti au NanoSIMS pour visualiser les matières organiques marquées et non marquées pour voir le devenir là des matières organiques provenant de la litière marquée. Et
Après la NanoSIMS, on est retourné au MEP pour identifier les minéraux qui ont stabilisé le carbone et aussi pour analyser la morphologie des matières organiques. Donc, je vais vous montrer les résultats de cette dernière étape, surtout. D'abord, les paramètres généraux de la fraction inférieure 50 microns après les 3 années d'exposition. Donc, on voit que la teneur en carbone, il a été beaucoup plus faible à 30 cm par rapport à 90 cm par rapport à 30 cm. La teneur en C13, elle était légèrement supérieure à 90 cm. Également la teneur en N15, donc on avait un enregistrement léger en N15 comparé au C13 à 90 cm. Après, on est parti avec notre fraction dense là, qui contient les particules de fer et aluminium au NanoSIMS pour visualiser la distribution là pour identifier en fait les matières organiques marquées à très petite échelle. Et avec la NanoSIMS, on a pu observer, c'est l'échelle de 100 nanomètres à peu près. Je vous ai mis là c'est 2 micromètres. On a observé en fait des spots qui ont montré une colocalisation de C13 et N15. Et également, on a pu observer des spots qui ont été uniquement marqués en N15. Donc ça, c'était intéressant, que le carbone et l'azote n'étaient pas stabilisés dans tous les cas au même temps, mais qui a eu lieu découplage. Si on faisait maintenant une analyse semi-quantitative de ces spots-là qu'on a pu identifier, on a vu que on n'avait quasiment pas des spots qui portaient uniquement le marquage C13. On avait beaucoup de spots qui contenaient le C13 et les deux, les C13 et les N15, qui ont contenaient le matériel marqué, mais également qu'on avait des spots qui contenaient uniquement les N15 et que la contribution de ce spot-là était plus importante à 90 cm. Qu'on avait vu la présence de ces spots qui ont été uniquement marqués au N15 montre qu'il y a un couplage de C et N qui peut se produire à échelle nanométrique après exposition des litières marquées au terrain. Et celui-là, c'est contraire au résultat que je vous ai montré auparavant pour le sol total, où après 3 ans, le C et le N semblent être perdus de la même manière, et aussi au résultat obtenu au laboratoire par les incubations courtes, qui montraient également une colocalisation de C13 et N15 apportés au sol. Après notre analyse NanoSIMS et la localisation de spots, on les a superposés aux analyses de MEP qui montraient la distribution des fers qu'on a obtenus préalablement à la NanoSIMS. Et ici, on voyait qu'en fait, les spots des matières organiques qu'on a identifiés avec la NanoSIMS n'étaient pas forcément localisés avec le fer. Dans la NanoSIMS, on a observé, pour voir les oxydes, on avait uniquement pu analyser l'oxygène et pas le fer. Et du coup, par superposition avec les images de MEP, on a voulu donc voir est-ce que ces matières organiques sont vraiment en colocalisation avec les oxydes de fer.
Mais on n'a pas pu voir ça. Il y avait peu d'associations de fer, de carbone ou de l'azote. Et du coup, on est reparti au MEP afin d'identifier les minéraux avec lesquels ces matières organiques marquées ont été colocalisées. Et on a vu, quand on est retourné au MEP, on a vu qu'on peut très bien identifier les matières organiques qui sont passées au NanoSIMS parce qu'ils avaient des trous. Parce que c'est la méthode, il y a un beam, NanoSIMS beam, qui en fait trouve les matières organiques qui sont pas très solides, et par contre les minéraux ont été pas affectés. Du coup, on a pu très bien étudier la morphologie de ces matières organiques en interaction avec les minéraux. Déjà, on a identifié les minéraux et on a vu que c'était les phases mélangées en fait entre fer, aluminium et titane qui ont été associées avec les matières organiques marquées. On a vu qu'à 30 cm, les matières organiques ont été plus grandes. Vous voyez l'échelle. De plus grande taille et qu'ils étaient localisés diffusement dans la phase minérale, alors qu'à 90 cm, on voyait des formes bien définies, des formes ovales, qui ressemblent à des résidus microbiens. Également, la taille correspond et si vous voyez de près, vous voyez même des cells, des enveloppes des micro-organismes. Également, ces matières organiques-là, diffusement localisées en interaction avec les minéraux, portaient le marquage C13 et N15, alors que ces matières organiques de ce type-là contenaient uniquement le N15. On a conclu que cette matière organique diffuse dans la phase minérale peut être d'origine végétale, probablement. Alors que cela, il est présent à 30 cm, alors qu'à 90 cm, ce sont probablement les cellules microbiennes qui sont stabilisées en interaction avec les minéraux. Et du coup, on a conclu que les processus de stabilisation affectant les litières racinaires sont contrastés dans les différentes profondeurs du sol. On estime que les micro-organismes dégradent à 90 cm complètement les matières organiques parce qu'ils ont besoin de l'énergie et ils ont peu de matières organiques labiles à disposition. Du coup, ils dégradent complètement ces matières organiques litières apportées qu'ils incorporent dans leur biomasse et qu'ils stabilisent en interaction avec les minéraux. Ceci est en parfaite adéquation là avec l'étude de Sébastien Fontaine que vous connaissez peut-être, qui était publiée dans la Nature, et où lui, il a montré avec une expérience de laboratoire et l'ajout des matières organiques marquées au C14 et au C13 au sol profond de 60 à 80 cm, que c'est l'ajout de matières organiques fraîches aux matières organiques stabilisées dans l'horizon profond peuvent provoquer un priming, also une surminéralisation des matières organiques et une libération en fait des matières organiques très anciennes qui vont pas être minéralisées si on ajoute pas de la matière organique fraîche. Et donc, la conclusion de l'étude, c'était que la matière organique dans les horizons profonds n'est pas décomposée en raison de la limitation énergétique de la biomasse microbienne du sol. Et celui-là peut être la raison
pour laquelle les matières organiques stabilisées dans les différentes profondeurs du sol sont donc de nature différente. Maintenant, je voudrais vous parler de la différence principale des horizons profonds et de surface. Et leur différence principale, en fait, c'est leur hétérogénéité. Dans les horizons profonds, la distribution des matières organiques et la biomasse microbienne est structurée et reliée à celle des écoulements préférentiels et des biopores. Donc, les chemins des racines et également donc ces chemins d'écoulement préférentiels ils sont très importants pour structurer en fait la distribution des matières organiques dans les horizons profonds. Ainsi induisant une très grande hétérogénéité de leur localisation. Et ceci, nous avons observé en analysant la distribution spatiale du carbone dans les horizons de surface versus profondeur. Ce qu'on a fait quand on a caractérisé l'état initial des sols de l'observatoire de SORE ACBB, on a effectué un échantillonnage de 400 points sur les 23 hectares avec la machine que je vous ai déjà montré. Et nous avons fait des analyses géostatistiques qui montrent que la variabilité du carbone ainsi que de l'azote est plus forte dans les couches de profondeur 30-60 cm et 60-90 cm par rapport à l'horizon de surface. Donc le croisement là des courbes avec 1 indique la distance à laquelle la distribution de carbone devient aléatoire et c'est à plus petite échelle le cas dans les horizons profonds par rapport aux horizons de surface et également ici la distance, le nugget effect, c'est-à-dire la variabilité à petite échelle, il est plus important pour les horizons profonds par rapport à la surface. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Parce que dans notre site là, c'est à Lusignan, dans le SORE ACBB, dans le sol limoneux sous prairie, on voit que dans les horizons profonds, on peut identifier des zones qui se distinguent déjà par leur couleur. Et du coup, ce qu'on a fait, on a échantillonné la matrice du sol et aussi ces zones-là de différentes couleurs. Quand on a analysé la teneur en carbone, on remarque que les zones ils ont une plus forte teneur en carbone par rapport à la matrice. Donc, et on a observé une stratification horizontale du carbone en même temps qu'une stratification verticale. On a également analysé l'âge C14 des matières organiques dans ces différentes zones et ici on se rendait compte que à quelques centimètres de distance, on peut avoir les matières organiques avec un âge C14 qui indique qu'ils sont modernes, à côté des matières organiques dans la matrice qui ont des âges C14 vraiment très importants de plusieurs milliers d'années. Également, les pertes de carbone après déminéralisation étaient très différentes dans la matrice par rapport à ces zones. Et du coup, on a conclu que le carbone stabilisé dans les horizons profonds est localisé dans les zones distinctes du profil du sol. C'est pas donc il faut adapter l'échantillonnage si on veut étudier ces matières organiques stabilisées, car on peut trouver aussi le carbone non jeune, probablement pas stabilisé très longtemps dans les horizons profonds.
Pourquoi on a ces différentes zones dans le sol? Donc, il y a des zones d'écoulement préférentielles qui sont des points chauds biologiques qui peuvent être reliés à la géologie du substrat ou bien au enracinement, et elles sont stables pendant des décennies. Ceci a été montré dans la littérature. On peut également avoir la bioturbation, les galeries de vers de terre par exemple, qui peuvent créer ces zones avec le carbone organique provenant de la litière récente, parce qu'ils construisent des galeries jusqu'à plusieurs mètres de profondeur et ils transportent les litières dans le profil. Une étude par Axel Don a montré l'importance de ces galeries-là pour l'âge C14, par exemple, l'activité C14 des matières organiques dans le profil. Et également, les racines peuvent créer, l'enracinement est très important dans la plupart des sols. Par exemple, nous avons montré dans notre doctorante, là, Mercedes Mendes a montré que les racines donc influent après les racines de maïs après 12 ans influent ont un impact sur le delta C13 à une très grande profondeur, jusqu'à 1 mètre de profondeur, alors que les marqueurs de la biomasse aérienne, ils n'influent pas les C13 des matières organiques du sol. Ils n'ont pas d'impact. Donc, les racines sont vraiment très importants pour la distribution des matières organiques dans les profils de sol. Et les racines, il a été montré qu'ils suivent tout le temps, ils prennent les mêmes chemins. Et du coup, ils peuvent être responsables pour cette hétérogénéité spatiale horizontale qu'on a observée dans le profil, dans les horizons profonds des profils. Donc, en conclusion de ma présentation, les matières organiques dans les horizons profonds se distinguent des matières organiques présentes dans les horizons de surface par leur composition et leur HC14, qui dépendent surtout des traits pédologiques dans les différents types de sols. Il se distingue par la contribution importante du matériel microbien stabilisé par interaction avec les minéraux, par la présence des communautés microbiennes qui sont limitées par l'énergie dans les horizons profonds et par leur distribution spatiale plus hétérogène. Les matières organiques dans les horizons profonds, bien qu'anciennes, ne sont pas intrinsèquement stables et après perturbation physique ou apport d'énergie, elles peuvent devenir des sources de CO2. Je voudrais remercier mes collaborateurs scientifiques et techniques aussi, les financements. Merci pour votre attention. Alors merci Cornelia, tu m'entends? Oui. Alors c'est Christian qui prend c'est Christian Walter qui prend le relais, si vous voulez bien, pour la discussion, parce que Frédéric Feder, qui est au Sénégal, m'a demandé de le faire. La connexion avec Dakar est vraiment très mauvaise aujourd'hui, donc on a vu au début, il y avait eu des coupures. Hein, donc Frédéric m'a demandé de le relayer pour que la discussion soit de qualité. Hein, donc si vous voulez bien, j'ai reçu un certain nombre de questions. Et donc on voit je vais les poser en votre nom à Cornelia, et on a encore 20 petites minutes de discussion, puisque Cornelia est un peu plus long que prévu, mais ce n'est pas grave, c'était important qu'on ait cette présentation de tous ces travaux récents autour de la matière organique dans les horizons profonds. Alors si tu veux bien, Cornelia, je vais commencer par une question de Christian Feller. Je te la cite. Si j'ai bien compris,
Hormis pour le black carbone, le mode de gestion des terres est moins important que la pédogénèse pour stabiliser les matières organiques en profondeur. Dans ces conditions, les stratégies de séquestration de carbone par le mode de gestion des terres ne seront pas efficientes pour les horizons profonds. Point d'interrogation. Je reprends, oui, je dirais, je pense, oui, c'est sûr que les conditions pédologiques seront probablement toujours à prendre en compte. Toutefois, donc il y a des approches quand même de gestion qu'on peut probablement mettre en œuvre pour enrichir le carbone dans les horizons profonds. Donc on peut s'imaginer il y a des techniques là de labour profond, de inversement en fait des horizons A et des horizons plus profonds. Ce sont des Nouveaux-Zélandais qui ont montré, aussi les Allemands, qui ont montré que probablement c'est possible d'enrichir les matières organiques profondes. Également, on pourrait imaginer qu'on peut faire développer des plantes là avec un enrichissement de carbone plus important qui peuvent apporter des matières organiques en profondeur. Par contre, je dirais probablement ça va toujours dépendre des traits pédologiques, à quelle échelle de temps on peut stabiliser ce carbone-là et sous quelle forme ça va être stabilisé. Mais je pense, si on peut, de toute façon, les pratiques, même pour l'horizon A, ça va toujours dépendre de la pédologie, hein, je pense, combien on peut stocker. Donc tu nous dis qu'il y a peut-être une importance première de la pédogénèse, mais que le mode de gestion permet quand même d'induire des évolutions du carbone en profondeur. C'est d'ailleurs une de tes premières diapos. Oui, tout à fait. Mais et je pense aussi que l'importance, la pédogénèse, c'est tellement important parce que le taux de matière organique dans les horizons profonds il est tellement faible. C'est ça ce que je pense. Mais ça, c'était une question que moi je voulais te poser. Effectivement, on a beaucoup de sols où le taux de matière organique en profondeur est faible, mais il y a quand même des sols. On pense à des tourbes, on pense à des colluvions où ce taux de matière organique peut être élevé. Je veux dire, soit très élevé, soit à 3, 4, 5%. Est-ce que ce sont des sols à part par rapport à ce que tu nous présentes ou comment tu vois ça? Les tourbes, oui, ce sont les sols à part. Hein. Au moins que ce sont les tourbes qui contiennent une forte taux en minéraux. Parce que les tourbes, normalement, c'est 20, supérieur à 20%. Normalement, on dit que c'est organique. Hein. Oui. Du coup, mais les autres, non, je pense pas. C'est justement, c'est un autre processus là qui a amené les colloviums, par exemple. Ce sont d'autres processus là comment dire, géomorphologiques qui ont généré ça et du coup c'est pas forcément uniquement le processus de pédogénèse. Il y avait des travaux là notamment des Américains, c'est pas Erika Marin Spiota là qui a travaillé sur ces sols historiques là, paléosols. Qui contiennent des matières organiques, mais elle a montré aussi qu'ils sont quand même vulnérables. Du coup, c'est pas lié au sol, ils sont stables une fois qu'ils sont enterrés, mais si on les expose, ils peuvent réagir et ils peuvent, comme des sols récents en fait. Du coup, oui, c'est. D'accord. Alors j'ai quelques questions peut-être de compréhension. Si tu. Alors la première question de Geoffroy Mesbahi, oui, une question assez générale. On trouve des publications qui étudient le carbone total
le carbone organique, la matière organique, etc. Existe-t-il des conversions fiables entre ces variables? Y a-t-il des variables à préférer en fonction des études? Par exemple, l'observation du carbone du sol à un instant précis, l'évaluation des flux, la recherche de liaisons entre ces particules des sols. Je dirais que de toute façon le carbone, je pense c'est mieux de regarder, de dire on regarde les matières organiques parce que le carbone c'est un peu isolé. Aujourd'hui, on connaît bien que la stabilisation du carbone se fait en interaction avec l'azote et même le phosphore et du coup, je pense que c'est mieux de parler du carbone. Il y a des facteurs là de transverse. On peut 2, quelques là pour arriver de taux de carbone en matière organique. Ça, tu vas le savoir mieux que moi, je pense. Donc, on multiplie. Par exemple, on peut déterminer les matières organiques par combustion. Si on fait une combustion dans les fours et après on peut arriver au taux de carbone en divisant par 2 en gros, 2, quelques. Et quoi encore? Je pense que il y a allusion là au carbone total et donc peut-être rappeler que tout le carbone dans le sol n'est pas nécessairement organique. Non. Ça, je suis complètement d'accord. Et ça, c'est un des problèmes. Moi, dans mes études, ici, là, dans le climat tempéré, on a peu de sols carbonatés. Du coup, il n'y a pas beaucoup de monde qui étudie les sols carbonatés parce que ça cause beaucoup de problèmes. Mais les sols carbonatés sont très importants et probablement il y a même aussi la formation des carbonates pédogéniques là dans certains sols et cela il faudra s'attaquer à un moment donné, hein, surtout si on voit que dans les zones plus arides on a plus de sols carbonatés et cette distinction entre carbone provenant des carbonates et carbone organique, il est très important. Mais je pense qu'on considère qu'on peut pas trop agir sur ce carbone minéral là provenant des carbonates et on agit avec les gestions plus sur le carbone organique et du coup on s'intéresse plus à l'organique. D'accord. Alors Sophie Maillan dit pourquoi y aurait-il un lien entre le carbone et les oxydes de fer en profondeur et pas en surface? Si, il y a aussi le lien en surface seulement que c'est tellement dilué par les matières organiques, type pomme, type matière organique dans les agrégats, type de matière organique associée par d'autres moyens qu'on ne le voit pas dans les corrélations qu'on a effectuées nous. Mais d'autres personnes, ils ont trouvé des corrélations au niveau de C total aussi, du sol, dans les horizons de surface. Oui, parce qu'elle rappelle qu'il y a certaines méthodes d'interprétation de la matière organique des sols, on peut le dire, hein, notamment la méthode Érodi, qui repose un peu sur ce lien entre matière organique des sols et fer. Oui. Et donc, elle voulait savoir ce que tu en pensais de ce type d'approche reliant matière organique et fer en surface. Je connais pas bien cette méthode Érodi. Hein. Oui, mais je pense que c'est important. Les interactions fer-matière organique en surface sont également importantes. Mais je pense une chose qui est négligée actuellement, c'est les interactions matière organique oxyde d'aluminium. Parce que l'aluminium était quand même montré, surtout dans les sols volcaniques, d'être un agent important de stabilisation, alors que nous, ici, on n'en regarde pas trop. Ok, alors je continue avec une nouvelle question de Frédéric Reyes. En termes de matière organique, on a beaucoup étudié les matières végétales racinaires, type lignine et des produits microbiens, et comment chacun pourrait être stabilisé ou non.
Pourrait-il y avoir des différences de processus de stabilisation, répartition spatiale avec d'autres composés organiques présents en profondeur, en particulier les exudats racinaires solubles ou des polysaccharides présents dans les mucilages? Sont-ils directement stabilisés sur des particules minérales ou transformés immédiatement par les micro-organismes? Je pense que tu l'as abordé en partie dans ton exposé. Oui, c'est une très très bonne question, question d'actualité, question que tout le monde se pose. Oui, il y a un champ de recherche là-dessus, je pense. Nous, pour notre cas, on a remarqué, bon, c'était les tiers mortes, hein, mais c'est vrai que les exudats contenant beaucoup de polysaccharides et tout ça, ils sont fortement utilisés par les micro-organismes et on pourrait s'imaginer qu'ils vont probablement être utilisés d'abord par les micro-organismes avant d'être stabilisés. Par contre, ce qu'on avait aussi comme théorie, c'est que les exudats racinaires peuvent se stabiliser là directement parce qu'ils sont exudés à proximité des minéraux. On ne sait pas, hein. Faudra faire quelques études là-dessus, il me semble, des études cinétiques avec le marquage en conditions contrôlées, mais actuellement, je pense pas qu'on est quantitativement, de toute façon, très clair là-dessus. Hein. D'accord. Alors, j'ai une question un peu qui poursuit cela, de Ludovic Henron. L'apport de carbone frais pouvant déstabiliser le carbone stable par priming effect, n'est-il pas risqué de promouvoir l'usage de plantes à enracinement profond pour stocker du carbone en profondeur? Tout à fait, tout à fait. Il y a une étude là très récente de Sébastien Fontaine qui ont justement mis ça en œuvre, comme quoi les plantes et aussi Kyle White là, il a montré au laboratoire, comme quoi les composantes labiles provenant des racines là, type oxydat et mucilage peuvent induire un priming des matières organiques anciennes. Toutefois, c'est pas quantitativement. Le priming, il affecte vraiment une quantité faible. Il met juste en évidence que ce processus existe, mais quantitativement, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est la moitié des matières organiques qui partent? Je pense pas. Hein. Et du coup, il faut aussi regarder les inputs. Donc, si on met les plantes avec un enracinement profond, donc on a un input. Et du coup, les matières organiques stabilisées par ces actions, ils doivent être, on doit calculer est-ce qu'on augmente le stockage de carbone ou bien est-ce qu'on diminue parce qu'on a un priming effect excessif des matières organiques anciennes. Je pense par ces plantes-là, donc on peut perdre le carbone organique ancien, mais en même temps, on ajoute le carbone organique de cette plante et si cet ajout est plus forte, donc on va augmenter le stockage du carbone dans le sol de toute façon. D'accord. Et donc ça me ramène un peu une question générale que pose Frédéric Feder. Quelles sont les pratiques, à ton avis, qui permettent d'augmenter le stockage du carbone dans les horizons profonds? Ah oui, ce qu'on a déjà, l'utilisation des plantes avec un enracinement plus grand, c'est probablement une piste à poursuivre, mais également, je pense, des plantes diverses, also des diversités. Il faudra une diversité. Il faut des plantes avec des racines plus grandes et des plantes avec les racines qui sont pas très profondes. Donc, pour qu'on ait un enracinement plus important de tout notre sol. Du coup, l'utilisation des plantes pérennes, je pense, c'est important parce qu'ils développent des racines plus importantes. Il y a des perennial, même des grains, also des petits blés ou bien maïs, toutes les plantes là cultivées sont aussi des variétés pérennes. Donc, leur culte, si jamais on arrive à
à les améliorer. Là, on pourrait les utiliser. Et également, ce que j'avais dit là, cette inversion tillage, donc ce labour où on retourne complètement le sol, ça semble aussi être un moyen. Mais ça, c'est un peu contradictoire avec l'idée qu'on veut moins travailler le sol. Ouais. Hein? De toute façon, on va pas faire ça partout, hein. Il faut par endroit. Par endroit. D'accord. Et effectivement, on a ces essais de labourer profond, de voir si on arrive à stocker plus de carbone en profondeur. Et aussi, peut-être une possibilité, ce sera de déposer, je sais pas par quel moyen, quelques nutriments plus en profondeur ou bien quelques matières organiques plus en profondeur pour stimuler les racines, les plantes, d'aller chercher en profondeur ces nutriments-là. Peut-être ça sera une possibilité. D'accord. Alors, encore une question, peut-être la dernière, hein, parce que on refait le lien avec le programme 4 pour 1000. Comment vois-tu, donc une question de Frédéric, le potentiel des horizons profonds a augmenté leur capacité du stockage pour mieux répondre aux objectifs de 4 pour 1000. Hein, est-ce que, grosso modo, stocker plus dans les horizons profonds, ça va être quelque chose d'important dans l'initiative 4 pour 1000, dans ce qu'on peut espérer atteindre, quelque chose qui va être, je ne vais pas dire marginal, mais disons, comment tu vois ça? Je pense que les horizons profonds, c'est une opportunité de stocker du carbone parce que justement, on n'en contient pas beaucoup actuellement. Et surtout aussi parce que quand tout le monde en parle là de saturation des surfaces des minéraux avec le carbone, ils ne sont pas encore saturés en carbone. Et je pense que c'est une opportunité et qu'on devrait... mais actuellement, c'est pas encore mûr, je pense. Il n'y a pas encore donc beaucoup d'idées, beaucoup de pratiques qui ont été mises en place pour atteindre cet objectif-là. Dans le 4 pour 1000, donc les gens ils se concentrent quand même dans des horizons de surface actuellement, mais je pense dans le futur, ce sera sûrement une possibilité de s'attaquer aussi aux horizons profonds et d'essayer d'augmenter le stockage de carbone en profondeur. Ok, mais écoute, non, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions. Hein, donc c'est l'heure prévue pour arrêter cette discussion. Hein, donc je vais te remercier au nom de tous les auditeurs, hein, pour ta présentation qui était très claire, hein, pour la discussion qui en a suivi. Et donc peut-être que tu nous conseilles, est-ce qu'il y a une lecture à conseiller aux auditeurs éventuellement qui voudraient s'informer plus sur cette question? Je peux vous rassembler quelques articles et que je peux te transmettre et que tu pourras transmettre si tu veux. Et on peut faire comme ça. Hein, c'est-à-dire que la présentation là, a été enregistrée. Elle sera en ligne sur le webinaire, donc la chaîne webinaire de l'Association française pour l'étude des sols d'ici quelques jours. Et donc, on pourra rajouter à cette présentation une ou deux références, hein, pour des personnes qui voudraient aller plus loin. Tout à fait. Voilà, donc merci à Cornelia, hein, et je te laisse le mot de la fin. Merci à vous tous pour m'avoir attendu et j'espère que les matières organiques des horizons profonds vont être considérées maintenant. Merci beaucoup, Christian. Merci à vous tous et à bientôt. Ouais, au revoir. À bientôt. Au revoir.